Aucun communiqué officiel sur la situation à la police nationale, mais le constat est visible. Des commissariats ont arrêté leur service. Les policiers sont invisibles sur les carrefours de la capitale. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un mouvement de grève. Nous nous sommes rendus dans plusieurs services de la police. Vous verrez que même les usagers sont refoulés à certains endroits, comme au service des passeports. Pendant ce temps, à Bobo-Dioulasso, c'est une découverte macabre qui fait l'actualité. Un corps sans vie a été retrouvé dans le marigot Oué. L'homme aurait été poignardé à plusieurs reprises. Si on se réfère à ses blessures, disent certains témoins, le constat de Justin Dabiré dans ce journal. Et puis, les couleurs du pagne du 8 mars ressembleraient trop à celles du MPP. Voilà la nouvelle polémique soulevée par l'opposition politique. Le CFOP a fait ses insinuations au cours de son hebdomadaire conférence de presse aujourd'hui. Il est également revenu sur les propos du chef de l'État tenus dans la presse allemande. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mais que se passe-t-il exactement au sein de la police nationale? Depuis hier, dans plusieurs commissariats, les services ont été suspendus. Pour l'instant, pas de communiqué officiel, ni des organisations syndicales, ni de la Direction générale de la police nationale sur la situation. Ce matin, nous sommes allés au constat, et que ce soit au commissariat de Ouagadémil, au commissariat central ou encore au service des passeports, il n'y a pas de service. Eh bien, les usagers sont parfois refoulés. C'est le constat de Abdourazak Traoré. La capitale burkinabé ce matin du 5 mars 2019. Des grands carrefours habituellement investis par la police nationale ont été désertés. La régulation de la circulation routière est devenue plutôt l'apanage de la police municipale. Aucun agent de la police nationale. Au commissariat de Ouagadémil, pas de service de légalisation, pas de délivrance de pièces d'identité et plusieurs autres services sont suspendus, nous apprend les usagers qui viennent et repartent à bredouille. Même son de cloche au commissariat central. Le parking jadis comble a fait place à un espace presque vide. Au service des passeports, l'accueil est même désagréable. Monsieur, sortez, sortez vite. Nous ne recevons pas d'usagers aujourd'hui, nous a lancé un policier. Les usagers, eux, sont désemparés. Expatriés comme nationaux, personne n'est épargné. Ce Burkinabé vient de la Guinée équatoriale. J'ai seulement une semaine. Je ne peux pas passer les une semaine. Soit je pars, soit je perds le billet. Ça, c'est un billet aller-retour. Qu'est-ce que moi je vais faire? Ça, c'est un billet aller-retour. Hein? Ça, c'est un billet aller-retour. Hein? Je dois renouveler ça avant de partir. Hein? Je vais faire comment? Ça, c'est pas bon. Essayez de voir. La population veut bouger. Tu es là, tu ne gagnes rien à travailler. Tu te débrouilles dehors aussi pour pouvoir être à l'aise, c'est difficile. Ça, ce n'est pas notre pays qu'on connaissait. C'est du tout une catastrophe. Bon, moi, je suis venu faire des passeports. Je viens de la Côte d'Ivoire. En plus, je suis étudiant aussi. À ce moment, il y a beaucoup de remords. Mes patrons doivent voyager. Et si je n'ai pas ces passeports-là, je ne peux pas aller déposer, avoir les visas pour eux. Et ce qui pique au vif, c'est le préavis qui a manqué dans ce mouvement d'humeur. Personne n'a vu venir le débrayage, regrette-t-il. Ils ont dit d'attendre que les journalistes vont nous informer. C'est tout. De ma surprise, c'est tout le suite que je viens d'arriver et puis j'ai constaté qu'ils sont en grève. Ah, vraiment, c'est pas intéressant. Qu'à cela ne tienne, les mécontents du jour tournent les regards vers les plus hautes autorités du pays. L'État est appelé à agir. Ça m'a beaucoup touché. Je ne sais pas comment dire. Moi-même, je n'ai pas dit ça à quelqu'un d'autre. J'ai une autre nationalité pour expliquer ça. Moi, ça m'a fait honte. Ça m'a fait honte beaucoup, vraiment. Si le gouvernement peut regarder ça, on va voir ça vraiment rapidement. Aucune information. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas se passer. Hein? L'État doit regarder ça, c'est des choses impossibles. Tu payes le billet aller-retour, tu viens. Vous dire que si tu n'es pas présent, on ne peut pas renouveler tes papiers. Tu viens aussi, ça c'est de n'importe quoi. Il faut faire le travail comme il se fait. Si on dit que nous sommes les hommes intègres, on doit travailler comme les hommes intègres. Il ne faut pas prendre le nom intègre et puis toi-même tu n'es pas intègre. Je vous remercie.
La revendication n'est pas posée formellement, mais depuis quelques jours, une note signée de la troupe circule sur les réseaux sociaux. Intitulée « Fin de la récréation », elle a annoncé la suspension de plusieurs services de la police nationale jusqu'à l'effectivité de l'application des décrets de la loi 027 du 1er juin 2018. Une loi porte un statut du cadre de la police. Le principal syndicat de la police, à travers un communiqué, a soutenu le mouvement d'humeur. L'UNAPOL a même invité les policiers à ne point céder aux intimidations. Ce mouvement d'humeur est aussi observé à Bobo-Dioulasso. Conséquence, personne pour faire le constat après cette découverte macabre. Oui, un corps sans vie a été retrouvé dans le marigot Oué ce 5 mars. Et au regard de ses blessures, l'homme aurait été poignardé à plusieurs reprises. Jusqu'à 13h, la police n'avait toujours pas procédé à l'enlèvement du corps. Le constat de Sotou Justin Dabiré. Mais attention, certaines images peuvent choquer. C'est un corps sans vie que nous avons trouvé dans le marigot Oué ce mardi 5 mars à notre arrivée aux environs de 12h. Un cadavre recouvert de plusieurs blessures. Difficile d'en savoir plus. Même les jardiniers qui exercent leur activité dans cette zone n'en savent pas davantage. Ils ont constaté à leur arrivée très tôt ce mardi matin le corps sans vie du jeune homme. Nous sommes arrivés à 6h trouver le cadavre, mais nous ignorons qui il était. Chaque jour à notre arrivée, nous voyons des gens assis là-bas dans cette zone pour fumer de la drogue. Nous leur parlons en vain. Les contrôles de la police ne sont plus fréquents comme avant. Alerté Moussa Traoré, un leader de la société civile de la ville de Bobo-Dioulasso, nous relate les circonstances de la découverte du corps du jeune homme. Nous avons été alertés par la population qu'il y avait un corps sans vie au niveau du marigot Oué. Donc nous avons fait un tour là-bas, nous avons effectivement constaté cela. Et nous avons trouvé un jeune d'environ une vingtaine d'années qui a été égorgé dans le marigot là-bas. Mais il nous a été alerté depuis 6h. Donc probablement le forfait a dû avoir lieu dans la nuit. Selon Moussa Traoré, la police et la gendarmerie ont été informés de la présence du corps sans vie dans le marigot Oué. De mon passage là-bas, j'ai pu croiser le chef de quartier de Koko. Il m'a fait savoir que lui-même, depuis 6h, il était sur les lieux et qu'il avait demandé à la police de venir faire le constat. Mais je crois qu'avec le mouvement d'humeur que nous vivons, que nous observons actuellement avec la police, ils n'ont pas pu venir faire jusqu'à là le constat. La police, la gendarmerie aussi a été contactée selon le chef de quartier. Jusqu'à là, ils ne sont pas encore passés, mais je crois que très probablement ils vont passer. Le marigot Oué est un lieu sacré pour la communauté autochtone Bobo qui accorde une grande attention. Ce marigot héberge les cellules sacrées, les protecteurs de Bobo. C'est dans le marigot Oué que se pratiquent les rituels les plus importants de la communauté Bobo. Le marigot est aussi connu pour sa contribution environnementale. Ici, les jardiniers trouvent leur compte. Le marigot Oué, et en particulier la zone où a eu lieu le drame, est réputé être une zone criminogène, une zone de confort pour des bandits de grand chemin. Au moment où nous quittions les lieux aux environs de 13h, ni la police ni la gendarmerie n'étaient arrivés sur les lieux pour l'identification et l'enlèvement du corps. Venons-en maintenant à l'hebdomadaire conférence de presse du CEFOP. Aujourd'hui, 2 sujets ont été abordés par l'opposition politique. Le CEFOP est revenu sur les propos de Roch-Marc Christian Kaboré tenus dans la presse allemande au sujet des leaders terroristes. Mais ce sont surtout les couleurs du pagne du 8 mars qui sont critiquées. Pour l'opposition, elles ressembleraient trop à celle du parti au pouvoir, de quoi soulever une autre polémique à 72 heures de la journée internationale de la femme. Reportage Rémi Lambert-Nébier. Des goûts et des couleurs, il ne faut point discuter, dit-on. Mais pour le CEFOP, les couleurs qu'arbore le pagne officiel du 8 mars donnent matière à discuter.
Si pour certains, sa couleur orange relève d'une coïncidence ou du beau recherché, au sein de l'opposition, on pense qu'elle a plutôt une teinte politique. Le pagne du 8 mars est de couleur orange, couleur officielle du MPP, sans aucune référence aux couleurs nationales du Burkina Faso. La seule explication, c'est que le MPP veut faire de la propagande à travers la journée internationale de la femme. Ce parti n'est d'ailleurs pas à son premier forfait. On se rappelle que lors de la précédente campagne de 2015, malgré l'interdiction de distribuer des gadgets, le MPP avait fait preuve d'incivisme en habillant ses militants de t-shirts couleur orange. Tous ces faits démontrent clairement que le parti au pouvoir n'est pas serein, au regard notamment de son bilan chaotique. Si cette remarque ne manquera pas de faire réagir le ministère en charge de la femme, la réaction du président du Faso sur son interview accordée à la Deutsche Welle, quant à elle, est toujours attendue au CFOP. Mais après les questions, la semaine dernière, l'opposition passe aux directives. Elle invite le chef de l'État à donner l'exemple à la population en révélant l'identité des terroristes qu'il aurait reçus au palais de Kosiam. En effet, tous ceux qui formulent des demandes d'audience à Kosiam fournissent des détails sur leur identité, nom, prénom, contact téléphonique, lieu de résidence, objet de la visite, ainsi de suite. Ils sont peut-être même filmés par des caméras de surveillance. Nous basant sur tout cela, nous disons que le président Roch Marc Christian Kaboré doit faire publier la liste nominative de ses leaders terroristes, avec leurs photos à l'appui ou à défaut des portraits robots, afin que n'importe quel Burkinabé ou ami du Burkina qui aurait des informations sur eux puisse saisir les forces de défense et de sécurité ou l'Agence nationale de renseignement. Soulignant que sous d'autres cieux, le président du Faso aurait pu être mis en accusation pour haute trahison, le CFOP invite la justice à entendre le chef de l'État dans le cadre des enquêtes sur les actes terroristes. L'opposition politique suggère au gouvernement l'organisation d'une campagne nationale de soutien aux déplacés. Politique toujours et le MTD qui poursuit son implantation dans la région de la boucle du Moun. Ce week-end, c'est à Ouarabou, dans la province du Balé, que Vincent Dabilgou et le bureau exécutif national sont allés installer les structures de base du parti. Madina Sienou. Dès l'entrée de Ouarabou, localité située à 25 km de Boromo dans la province des Balé, Vincent Dabilgou et sa délégation sont accueillis en triomphe. Leur présence dans ce village culturel et historique du Burkina Faso se justifie par l'implantation d'une structure de base du NTD, le nouveau temps pour la démocratie. À travers cette installation, ce parti de la majorité présidentielle entend asseoir une véritable base politique favorable à l'exécution des projets et programmes de développement du président Roch Marc Christian Kaboré. Donc en venant ici, nous voulons donc traduire notre engagement, accompagner cette commune, mais probablement cette province dans son processus de développement à travers le programme du président Roch Marc Christian Kaboré. C'est ce que nous avons expliqué comme message. Je pense que le message est très bien compris. Nous voulons prendre un engagement. Je pense nous rendre compte pour que le président Roch Marc Christian Kaboré sache qu'ici, il y a des gens qui sont mobilisés, des femmes, des jeunes, surtout des religieux, des gens qui croient en Dieu et qui veulent vraiment accompagner. À peine installé, le point focal du NTD dans les Balais annonce un calendrier chargé. Les prochaines étapes, c'est de mettre en place les structures du parti dans l'ensemble des 10 communes de la province. Et à partir de ça, maintenant, nous allons asseoir ensemble tout ce que nous devons faire pour l'avancement du parti au niveau de la province. La secrétaire générale du NTD, par ailleurs ressortissante de la localité, a pour sa part lancé un appel aux populations de la région de la boucle du Moun à une mobilisation autour de son parti. Nous lançons un appel solennel à l'ensemble de la population de Ouarabou, à l'ensemble de la population de la province des Balais et à travers cette province, toute la région de la boucle du Moun, pour que nous fassions
passion, nous regardons dans la même direction. Et dans la même direction, c'est venir au NTD. Parce qu'au NTD, nous sommes engagés résolument et objectivement vers une marche radieuse de notre pays. Nous pensons qu'avec le NTD, nous allons pouvoir développer. Dans le cadre du lancement des activités du parti, Vincent Dabilgou et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Ouahabou. Question de recevoir des conseils et des bénédictions pour l'atteinte des objectifs du NTD. Elle est devenue presque une tradition maintenant depuis qu'elle a été instaurée en 2016, la rentrée parlementaire du gouvernement organisée par le ministère de la Communication à la veille de chaque première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Eh bien, cette année, elle s'est tenue sous le thème « La confection de la loi au Burkina Faso, enjeux, limites et perspectives ». Le compte rendu de Arsène Konditamde. La confection de la loi en débat ce 4 mars à Ouagadougou. L'initiative de la loi revient au gouvernement en tant qu'acteur collectif, aux députés à titre individuel et au peuple à travers les pétitions. La confection d'une loi passe par de multiples étapes avant d'atterrir sur la table du Parlement pour son vote. Et Mélégué Maurice Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, d'insister, la loi doit être conçue de sorte qu'elle réponde aux exigences de l'état de droit démocratique. L'enjeu ici est à la fois politique, social et parfois il est culturel même. Mais l'enjeu surtout aujourd'hui, c'est d'édifier de meilleures lois et que les lois soient des réponses aux vrais besoins des populations. Et c'est pour cette raison qu'en logistique, on explique, on s'interroge maintenant toujours sur la finalité de la loi au moment même où on commence à la concevoir. Vous concevez une loi, vous devez déjà projeter ce que la loi risque de produire comme effet, comme impact dans la population. Au Burkina Faso, 80 à 90% des textes législatifs sont d'initiative gouvernementale. Les autres acteurs chargés de l'animation de cette fonction sont pratiquement absents. La timidité de ces chiffres s'explique en partie par l'insuffisance de légistes et il est impératif d'y remédier. Une des propositions que je fais, c'est de la même manière que vous avez une direction des ressources humaines, une direction des finances, etc., on devrait avoir aussi une direction de la législation dans chaque ministère, parce que chaque ministre est appelé à faire des projets de loi. C'est obligé. Et je suggère aussi, parce que c'est l'une des grosses limites qu'on a, qu'à l'Assemblée nationale, on augmente le nombre d'assistants parlementaires, donc d'experts, le nombre d'administrateurs parlementaires. Cette activité qui commence à s'institutionnaliser vise entre autres à renforcer la fonction législative et de contrôle du Parlement, comme souhaité par le chef de l'État à travers son programme politique. Elle doit également donner plus de visibilité à l'activité législative de l'exécutif burkinabé. En effet, la loi est un instrument nécessaire à la réalisation des politiques publiques et à la régulation de la vie dans notre État. De ce point de vue, les départements ministériels y concourent très souvent pour l'exécution, y recourent très souvent pour l'exécution des politiques sectorielles. À ce titre, sa confection devrait se faire selon des règles de forme et de procédure afin d'éviter qu'elle échappe aux citoyens qui en sont les principaux destinataires. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette conférence débat organisée par le ministère en charge des relations avec le Parlement. Cette rentrée parlementaire du gouvernement au titre de l'année 2019 est la 4e du genre et elle se tient régulièrement depuis 2016. À présent, la suite des auditions des témoins dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Voici le résumé de l'audience de ce 5 mars 2019. Il est proposé par Roméo Koïta. Le lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri, chef de corps de la région militaire de Dori, se trouvait à Ouagadougou le 16 septembre 2015, jour de l'arrestation des autorités de la transition. Selon son témoignage, il dit avoir été informé par son promotionnaire, le commandant Abdoulaziz Korogo, chef de corps de l'ex-RSP au moment des faits. Le 16 septembre, il s'agissait encore d'une prise d'otage, d'un mouvement d'humeur, selon la version que lui a rapporté le commandant Abdoulaziz Korogo. Mais l'idée d'un coup d'État, il dit l'avoir perçue lors de sa conversation le 16 septembre avec le colonel Koné Zakaria de la Côte d'Ivoire. Maître Kam, un des avocats des victimes, trouve curieux qu'à cette date-là,
le colonel Kone Zakaria parlait déjà de coup d'État, alors qu'à Ouaga, rien n'était encore décidé, puisque le général Gilbert Diendéré parlait toujours de mouvement d'humeur et de prise d'otage. Il trouve donc curieux le fait que cet officier de l'armée ivoirienne parle de coup d'État à un moment où tout était encore confus. De l'avis du témoin, le colonel Kone Zakaria était plutôt favorable au coup d'État parce qu'il avait des divergences, des mésententes avec le premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri a aussi eu une conversation téléphonique avec le général Djibril Bassolé le 26 ou le 27 septembre. Il dit ne plus trop se souvenir. Ce dont il est sûr, c'est qu'ils ont eu une conversation téléphonique et le général Djibril Bassolé lui a demandé s'il venait en renfort sur Ouagadougou. Il a répondu par la négative. Rappelons que le lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri est un ex-élément du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. À la suite du lieutenant-colonel, c'est un agent de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Rabbi Jérémy Ilboudo, qui s'est présenté à la barre. Son témoignage porte notamment sur les circonstances de localisation et de saccage de la radio dite pirate, la radio de la résistance qui émettait sur la fréquence 100.8 et qui était hébergée par la radio Savane FM. Son témoignage se poursuit ce mercredi 6 mars au tribunal militaire de Ouagadougou. Au Libéria, après un audit indépendant de la Banque centrale, plusieurs responsables de cette institution financière ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont accusés, entre autres, d'utilisation abusive de fonds publics. Utilisation abusive de fonds publics, voilà ce qui est reproché par la justice à Charles Sirleaf, ancien directeur adjoint de la Banque centrale du Libéria, à Milton Weeks, l'ancien directeur de l'institution financière, et Dorbo Hagba, un autre responsable de cet organisme. Ces trois personnalités ont été placées en garde à vue jeudi, peu après la publication d'un audit indépendant révélant, et je cite, des pratiques peu orthodoxes de la Banque centrale. D'après l'acte d'accusation consulté par Associated Press, ces anciens responsables du top management de la Banque centrale du Libéria sont accusés de sabotage économique, d'utilisation abusive de fonds publics ou encore de conspiration criminelle. La police libérienne ayant par ailleurs ouvert une enquête sur le décès d'un responsable de la Banque centrale. L'audit indépendant révèle aussi que, contrairement à ce que laissait courir la rumeur, le conteneur rempli de 15 milliards de dollars libériens, soit 102 millions de dollars imprimés à l'étranger, n'a pas disparu entre son arrivée au Libéria et les coffres-forts de la Banque centrale. Et pour terminer, nous parlons d'agriculture. Le Burkina Faso a une capacité de production d'environ 1,050 000 tonnes d'amandes de karité par an. Mais problème, seulement 500 000 tonnes sont finalement pourvoyeuses d'emplois. Pour augmenter les capacités d'exploitation de la filière, les acteurs de ce secteur ont décidé de s'organiser. Une assemblée générale constitutive d'une interprofessionnelle de la filière qualité s'est tenue hier pour répondre à ces multiples enjeux. Compte rendu, Rémi Lambert-Nébier. Mieux se structurer, un impératif pour les acteurs des filières agro-pastorales du Burkina Faso s'ils veulent mieux tirer profit de leur production. Bien imprégnés de cette nécessité, les acteurs de la filière qualité veulent se mettre en phase avec ce qui est devenu une loi, s'organiser en interprofession. Il existait donc une structuration, mais nous avons voulu que cette structuration soit conforme donc à la loi 050, qui institue donc le dispositif et qui permet donc aux filières donc de s'organiser en interprofession. Et vous savez, ce travail a été fait déjà pour l'ANACAD, ce travail a été fait pour d'autres filières, et il restait aujourd'hui donc à mieux organiser donc la table filière qualité. Ils se rencontraient déjà, ils avaient déjà une organisation, mais on n'était pas totalement au point par rapport donc aux dispositions légales. Donc avec le projet PADIFCA,
nous avons fait ce qu'on doit faire, de telle sorte qu'aujourd'hui, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, il y a eu l'installation donc des différents maillons, c'est-à-dire le maillon transformation, le maillon commercialisation et le maillon production. Après l'installation de ces maillons-là, il était bon qu'on se retrouve ici, en atelier, en assemblée générale, pour mettre en place donc l'interprofession, qui va permettre donc de coordonner l'ensemble des actions. L'État burkinabé et ses partenaires qui saluent cette initiative des acteurs sont unanimes sur le fait que l'interprofession va booster la filière karité. Grâce à l'interprofession, les acteurs vont pouvoir se saisir de ces opportunités. Ils vont pouvoir produire mieux, d'avoir de meilleurs marchés à l'export et également d'avoir de meilleurs produits pour le marché aussi du Burkina où il y a beaucoup de consommateurs aussi qui sont demandeurs de produits locaux de très bonne qualité. Et ça va nous permettre donc de ne pas rester pendant longtemps encore dans l'exportation donc de cette matière première vers des pays, même pas loin, des pays voisins aujourd'hui qui sont en train de construire des unités de transformation. J'étais le nom, mais j'étais au mois d'août dans un pays voisin où il y a 2 grosses unités de transformation donc du beurre de karité qui sont en train de se mettre en place. 2 grosses unités qui vont créer des emplois, des milliers d'emplois, mais qui comptent sur la matière première au Burkina Faso pour le faire, juste à côté ici. Donc si nous organisons l'interprofession, nous sommes capables en tout cas donc d'aller loin dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation pour permettre donc d'avoir des unités de transformation. Le Burkina Faso n'exploite que 32% de sa production en amande de karité. L'érection d'une interprofession devra donc permettre de mieux écouler cette production. Réunis en assemblée générale constitutive de 48 heures, les acteurs de la filière devront élire le tout premier bureau de l'interprofession karité du Burkina. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois pour votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30.